Bonsoir, bienvenue à tous dans ce grand débat LN24. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, des nouvelles plus ou moins bonnes pour le secteur de l'emploi en Belgique. La dernière en date, c'est le recul manifeste du taux de chômage dans les 3 régions. Yes, bingo. Ah non, attendez. Taux de chômage. Non, c'est le taux d'emploi, pardon, je me suis trompée. Donc, progression du taux d'emploi, voilà le taux d'activité en fait. Ah non, parce que taux d'emploi, c'est pas tout à fait taux d'activité. C'est pas vraiment la même chose. Non. On reprend tout depuis le début. On parle donc du taux de soutien. Voilà. Le nombre de personnes qui travaillent sur les 11,4 millions d'habitants en Belgique a augmenté. Yes, voilà, c'est une super... Ah non, c'est pas juste non plus. Non, c'est pas juste puisque le taux de chômage ne comptabilise pas les travailleurs à temps partiel involontaire. Ça, c'est selon le Bureau international du travail. Ah non, par contre, Stadbel, ça le comptabilise. L'ONEM, par contre, ne comptabilise pas les variations saisonnières. Mais la FGTB comptabilise... Bon, excusez-moi, moi je suis complètement perdue. Alors, quand on dit le taux de chômage est en baisse, que doit-on comprendre exactement? Mais enfin, c'est facile, c'est le nombre de personnes qui ne travaillent pas en Belgique. Là, je crois que je viens de vous prouver que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors ce soir, on essaye d'y voir un peu plus clair sur LN24. Grand débat consacré au chômage, à l'emploi, au soutien à l'activité. Bref, on parle de travail, d'emploi et de personnes. Je crois que ça résume assez bien la situation sur le plateau. Pour en parler, Grégoire Chapelle, directeur général d'Actiris, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Marie-Christine Van Boxtal, administratrice du Forum, bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté du plateau, Olivia Ptito, directrice générale de Bruxelles Formation. Bonsoir. Et enfin, Philippe Donnet, commissaire au plan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les 4, merci d'avoir répondu présent à ce laborieux travail que va être de comprendre ce que représente le taux de chômage avec ce chiffre, 5,4%. C'est donc le taux le plus faible de chômage en Belgique depuis les années 80. On a commencé à évaluer le taux de chômage. Marie-Christine Van Boxtal, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Comment nous, en tant que citoyens belges, on doit comprendre ce chiffre? En fait, un chiffre, mais il y a des tas de chiffres qui circulent pour mesurer le chômage ou la demande d'emploi, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, un petit quart d'heure, 5 minutes pédagogiques, si vous voulez bien, dans ce pays, on utilise communément 3 indicateurs pour mesurer le chômage, la demande d'emploi. Le premier, c'est un indicateur, un taux administratif. Donc, l'ONEM, tous les mois, publie le nombre de chômeurs indemnisés. En Wallonie, c'est 124 000 fin octobre. Autre taux, c'est le taux administratif, mais des régions qui, elles, comptabilisent le nombre de demandeurs d'emploi. Parce que tous les demandeurs d'emploi ne sont pas indemnisés. Ça fait un taux déjà un peu plus élevé. Plus élevé, évidemment, mais bon, on peut être positif et considérer qu'on a une réserve de main-d'œuvre. Okay. Et puis enfin, et c'est le pourcentage que vous évoquiez, il y a le taux Eurostat qui est calculé tout à fait différemment. C'est un sondage qui est fait auprès d'un échantillon de la population avec une série de questions dont les réponses ne sont pas nécessairement révélatrices d'emploi ou de non-emploi, mais il se trouve que c'est le taux le plus flatteur. Alors, selon les interlocuteurs qu'on a devant soi, on prendra pour la Wallonie de nouveau 8,5, c'est Eurostat, ou 13, ça c'est le taux Forum. Enfin, je voudrais terminer... Une différence assez intéressante, c'est quand même 3% de différence. Oui, tout à fait. Donc, mais il ne faut, certes, c'est des torchons et des serviettes. Il ne faut certainement pas les comparer. Mais le taux Eurostat a quand même cette vertu, c'est de permettre des comparaisons entre les différents États membres ou entre les différents pays de l'OCDE. Et il a la vertu aussi de voir si ça monte, si ça descend, qui monte, qui descend. Donc il faut moins s'intéresser aux chiffres précis qu'à son contexte. Qu'à son contexte et aux évolutions. Et à son évolution. C'est surtout les mouvements qui sont intéressés. Est-ce que ça monte, ça baisse beaucoup? L'autre baisse plus que moi. Ainsi en Belgique, depuis maintenant, en tout cas de nouveau, c'est plus ou moins 6 ans, depuis juillet ou à quelques mois près 2013, les 3 régions ont vu leur taux de chômage et de demande d'emploi diminuer. Alors, on va évidemment questionner tout au long de cette émission pourquoi le taux de chômage diminue. Est-ce que c'est en fonction des gouvernements? Est-ce que c'est en fonction vraiment du nombre d'emplois qui est mis sur le marché ou pas? Parce qu'on parle de ces fameux postes vacants. Est-ce qu'il suffit vraiment de mettre un demandeur d'emploi dans un poste vacant pour éviter le chômage? Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Alors, un autre acteur qui remet parfois les chiffres en question, ça peut être Actiris, puisque Actiris est considéré comme une région, mais n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que la région wallonne ou la région flamande. Alors il y a les différentes manières de compter et puis il y a la manière de comparer. Et évidemment, puisque la Flandre est une région sur le plan administratif et politique
la Wallonie est une région sur le plan administratif et politique, et Bruxelles également, eh bien, il arrive très souvent que les journalistes fassent un raccourci et comparent les 3 régions entre elles. Et alors à Bruxelles, pour nous, c'est très frustrant parce qu'alors on entend nous dire, on a nos oreilles qui sifflent, on dit « Oui, mais le chômage à Bruxelles est excessivement élevé, il explose, le chômage des jeunes est excessivement élevé. » Et c'est vrai qu'il est beaucoup trop haut, contrairement à ce qu'on entend parfois. Non, le problème du chômage est encore un problème, et donc merci de faire le débat. Mais par contre, ce qu'il est intéressant de faire, c'est, pour Bruxelles, c'est de comparer Bruxelles aux autres villes. Parce que comparer une économie urbaine avec une économie urbaine, ça n'a rien à voir de comparer une économie urbaine avec une économie régionale, qui a donc aussi toute une économie industrielle. Une grande ville, c'est quoi? C'est un endroit qui a 90% de ses emplois dans les services. Qui dit service dit haut niveau de qualification requis, donc on a besoin d'énormément de main-d'œuvre qualifiée, mais qui dit grande ville dit aussi lieu de vie qui attire beaucoup de personnes peu qualifiées et plus de personnes issues de l'immigration, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de compétences, mais en tout cas elles n'ont pas les diplômes pour démontrer les qualifications dont le marché de l'emploi a besoin. Et donc, quand on compare les villes entre elles, eh bien alors on a quelque chose de beaucoup plus comparable et on se rend compte que Bruxelles est à peu près pile au milieu. Quand vous prenez les 5 grandes villes belges, il y a évidemment malheureusement Liège et Charleroi qui sont en difficulté. Il y a Anvers et Gand qui sont un petit peu en dessous et Bruxelles qui est à peu près au milieu. Ça permet là, plus ou moins, parce qu'il y a encore des variations, mais d'avoir une vision un peu plus correcte et une comparaison un peu plus correcte de la situation. Donc les chiffres, vous êtes d'accord à prendre tout de même avec des pincettes, ou en tout cas, il faut peut-être leur ajouter un contexte à ces chiffres. Est-ce que ce contexte est suffisamment connu du citoyen belge? En tout cas, si on se met à comparer les chiffres, souvent on se trompe et en fait on est en train de comparer les méthodes de comptabilité, les méthodes, la manière dont les personnes sont comptées. Alors que si on compare, quelle que soit la méthode choisie, sur plusieurs années, là on a une tendance lourde dont Marie-Christine a parlé. Il y a en effet une baisse du taux de chômage, une hausse du taux d'emploi. Et donc oui, on peut dire, là, si on revient à la réalité concrète, on peut dire qu'il y a moins d'humains qui sont en inactivité en Belgique, il y a plus d'humains qui sont à l'emploi, et finalement, dans nos métiers, c'est ça qui compte, c'est l'humain. Mais ces humains font-ils partie du taux de précarité en Belgique? C'est aussi une question qu'on va se poser dans cette émission, mais je continue le petit tour de table. Philippe Donnet, doit-on être positif, optimiste par rapport à ce chiffre, 5,4% de taux de chômage, ou doit-on absolument le remettre en question? C'est toujours la question de la comparabilité et de la définition qu'on y met et de la structure économique, de l'espace économique que l'on compare. Si vous prenez Bruxelles, vous avez beaucoup de sociétés, les sièges sociaux des sociétés. Effectivement, ce sont des hauts cadres, donc des personnes à haute qualification. Vous avez les sites d'exploitation sont plutôt en région wallonne ou en région flamande. Donc vous voyez déjà la structure économique et sectorielle est différente et donc il faut déjà pouvoir comparer à cela. Maintenant, je vais prendre l'exercice de l'autre côté. Nous n'avons jamais eu autant d'emplois en Belgique, jamais connu. Nous sommes à plus de 4 millions. Vous voulez dire de type d'emploi? Non, de personnes à l'emploi. De personnes à l'emploi. Il n'y en a jamais eu autant, que ce soit dans le secteur privé ou en tenant compte des administrations ou de l'enseignement. Donc ça, c'est un élément positif. Alors, qu'est-ce qui influence cela? Alors, évidemment, il y a les politiques publiques, mais ce n'est pas l'État, la région ou la commune ou la province qui crée de l'emploi, sauf quand ils décident de créer un poste de fonctionnaire, qu'il soit statutaire ou contractuel, mais c'est surtout l'activité économique Oui, mais quand on dit par exemple à partir de tel moment les étudiants les jeunes devront être aux études jusqu'à 18 ans, c'est clair que ça enlève déjà une partie de la population qui pourrait contribuer au chômage. Olivia Petitto, vous vouliez réagir? Désolée, j'ai vu qu'il y avait une petite réaction. Oui, mais si je permets, il y a eu une phase de croissance économique relativement faible, c'est vrai, depuis la sortie de la crise, mais qui a été accompagnée de création d'emplois. Alors, peut-être on peut parler de la qualité de l'emploi, mais ça, c'est encore différent. C'est parce que j'entends ça, ma voisine qui est pas piave d'impatience de parler de cela, mais surtout ce qu'on a reconnu, et ça, c'est les politiques économiques qui ont été mises en œuvre par les différents gouvernements, qui a permis d'avoir une quantité d'emplois par point de croissance plus élevé. Mais Philippe, je veux dire, pardon Olivia, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de proportionnalité, il n'y a pas de vase communicant entre la baisse du taux de chômage et la hausse du taux d'emploi, parce qu'entre les deux, il y a une perte. Il y a un effet démographique. Un effet démographique. Il y a la réglementation chômage qui a changé et qui limite les fameuses allocations d'insertion dans le temps. Donc il y a des personnes qui sortent du chômage mais qui ne rentrent pas dans l'emploi, ou les jeunes qui, après 25 ans, ne peuvent plus prétendre à des allocations. C'est pour cela qu'il vaut mieux parler de taux d'emploi que de
de taux de chômage, parce que le taux de chômage est plus manipulable par un certain nombre de politiques publiques ou de méthodes de calcul. Le taux d'emploi, lui, c'est vraiment les gens qui sont à l'emploi. Alors maintenant, on peut parler là-dedans. Il y a les gens à temps partiel, et je t'entendais, Marie-Christine, de parler de réserve de main-d'œuvre. La réserve de main-d'œuvre, ce n'est pas uniquement les gens qui sont au chômage, ce sont ceux qui sont dans les processus d'éducation ou de formation, mais aussi les gens qui sont à temps partiel, qui voudraient augmenter leur taux d'emploi. Là, je crois que c'est quand même intéressant de le rappeler, dans ce fameux taux de chômage ou taux de travailleurs, de demandeurs d'emploi. Bon, finalement, les personnes qui ne travaillent pas, voilà, on va y arriver. Parmi ces personnes-là, ne sont pas comptabilisées les personnes qui peuvent avoir 2 ou 3 petits dépannages par semaine, qui peuvent répondre à une offre d'emploi intérimaire, par exemple. Donc, elles ne contribuent pas à gonfler ce chiffre de taux de personnes à l'emploi. Donc ça, c'est important aussi de le noter. Si on prend la mesure Eurostat qui est sur base de la définition de l'Organisation internationale du travail, ce sont les travailleurs. On leur demande si au cours du dernier mois, ils ont été disponibles, et s'ils ont travaillé un jour sur la semaine, ils ne sont plus des demandeurs d'emploi. Donc ça peut être même une formation, une journée, sur tout le mois. Olivia Petittot, on va peut-être glisser vers un autre chapitre. Alors attention, ici, on va vraiment essayer de garder les chiffres en tête, parce que c'est ça qu'on essaye d'analyser tout au long de la soirée. C'est à quel point on peut être confiant envers ces chiffres dont on nous nourrit au quotidien concernant le chômage ou l'emploi, c'est selon. Autre chapitre, c'est donc cette fameuse pénurie de main-d'œuvre dont on entend beaucoup parler. Oui, le taux de chômage 5,4%, mais attention, il y a une pénurie de main-d'œuvre et donc finalement ça risque de bien se régler. Mais là, c'est pas tout à fait correct puisque les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément le profil de ces fameux 240 000 pour Bruxelles ou pour la Wallonie, je ne sais plus. Enfin bref, ce chiffre pour la Belgique. Pour la Belgique, 140 000 emplois vacants. 140 000 emplois vacants. Déclaré. Quelle est votre position à ce propos? Alors, ma position, elle est très claire. C'est que la formation, en tout cas au niveau de Bruxelles Formation, la formation régie par Bruxelles Formation couvre 85% des métiers en pénurie, que ce soit directement ou indirectement. Donc, moi, je plaide évidemment... ma fonction fait ça, mais je suis totalement convaincue, chiffre à l'appui, de l'utilité de rentrer en formation. Pour ce faire, donc, les personnes qui sont inscrites chez Actiris ou au Forum d'ailleurs peuvent venir évidemment se former au niveau de Bruxelles Formation à ces métiers en pénurie. Je pense que c'est essentiel de pouvoir considérer en tout cas la formation et la validation des compétences et donc la montée en compétences des Bruxelloises et des Bruxellois comme étant un atout vers l'emploi. Donc ça, c'est essentiel. Les compétences, c'est une priorité européenne, c'est une priorité nationale, c'est une priorité régionale évidemment. Et donc, on œuvre tous dans ce sens. Donc, les conseillers emploi au niveau d'Actiris incitent les chercheurs d'emploi à aller se former. Mais là, alors, on parle vraiment des formations sur du court terme. On ne peut pas dire à quelqu'un qui cherche un emploi de devenir ingénieur de gestion du jour au lendemain. Bien sûr que non. Donc ça, on prend en compte évidemment les compétences de base des personnes et on voit quel est le chemin à parcourir. Et évidemment, nous avons dû développer aussi toute une série en partenariat et nous-mêmes aussi de formations pour justement augmenter aussi le niveau des compétences de base, donc en français, en mathématiques, évidemment en néerlandais aussi. Et donc ça, c'est la réalité du terrain bruxellois. Donc ça permet ensuite d'aller vers les formations qualifiantes qui, elles, mènent à l'emploi. Chiffre à l'appui, donc on a plus de 75, voire 80% pour certaines formations de retour à l'emploi, très bien, de taux de sortie positif. Donc, taux de sortie positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortie vers l'emploi, sortie vers les formations ou reprise d'études. Exemple, un assistant comptable, il y a un son là qui apparaît. C'est normal, il va disparaître. Voilà, okay. C'est pour nous rappeler un petit peu les conditions. Exemple, quelqu'un qui se forme comme assistant comptable, qui reprend le goût évidemment de la formation et qui se dit en fin de formation chez nous, tiens, tout compte fait, je vais être comptable dans ma vie, donc je continue mes études. C'est évidemment une sortie positive. On est sûr qu'après, cette personne retrouvera effectivement un boulot, tenant compte, bien évidemment, des discriminations à l'embauche qui sont une réalité à Bruxelles et ailleurs, bien évidemment. Donc, les pénuries, elles existent. Je pense que les métiers en pénurie, il faudrait déjà commencer par les appeler autrement. Donc, les appeler comment, alors? Je ne sais pas, les métiers porteurs d'emploi ou les métiers d'avenir, que sais-je, comme voilà. On va faire un vocabulaire un peu plus enthousiasmant, peut-être. Un peu plus attirant, un peu plus vendeur. Effectivement, ça nous aiderait en tout cas à attirer les personnes clairement en formation dans des métiers tels que aussi les coffreurs, les coffreuses. Voilà, donc là aussi, la mixité des métiers aussi, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais justement, j'allais y venir parce qu'on va poursuivre dans ce chapitre sur la pénurie de la main-d'œuvre.
attention que quand on parle de chômeurs, quand on parle de demandeurs d'emploi, c'est pas une personne au contour très précis. On parle d'une diversité extrêmement compliquée à cerner de personnalités, de personnes. Alors quand on dit le taux de chômage est en baisse, est-ce que parfois on ne s'est pas attaqué à une partie des chômeurs relativement plus facile à écarter du chômage, à savoir notamment les jeunes qui sortent des études, qui pendant 6 mois sont un peu baladés entre 2 opportunités d'emploi, mais qui ne trouvent pas, mais qui finiront par trouver. Alors en effet, il y a différentes catégories de chercheurs d'emploi. Par exemple, chez Actiris, on a 89 000 chercheurs d'emploi inscrits. Mais malheureusement, sur ces 89 000, nous en avons 25 000 qui sont des chômeurs de plus de 5 ans. Donc des chômeurs de très, très longue durée. Ça, c'est considéré comme longue durée, 5 ans auprès d'un service public. Longue durée, c'est plus d'1 an. Plus de 2 ans, c'est très longue durée. Et nous, dans notre réalité quotidienne, au-delà de 2 ans, c'est extrêmement difficile. Il faut savoir que notre défi en tant que service public d'emploi, c'est la course contre la montre entre le moment où la personne s'inscrit chez nous pour qu'elle retrouve le plus vite possible un emploi ou une solution qui l'amène vers l'emploi, parce que si cette personne reste en inactivité, eh bien très vite apparaissent des phénomènes de perte d'estime de soi, parce que les gens se sentent inutiles, parce qu'ils ne sont plus inscrits dans un collectif de travail, parce qu'ils n'ont plus d'occasion pour apprendre, et puis parce qu'ils se prennent des refus toute la journée. Donc il y a une perte d'estime de soi qui est très rapide, et puis il y a un phénomène de désapprentissage qui est très rapide également. Et donc c'est notre métier et notre défi de pouvoir trouver assez d'emplois. Et quand on parlait des 140 000 offres d'emploi postes vacants, emplois en pénurie, Actiris en reçoit à peu près 12 000, 12 500. Où sont les autres ? Voilà, où sont les autres ? Donc moi je dis bien qu'elles sont chez Actiris. Où est-ce qu'ils sont ? Eh bien en fait parce que les employeurs veulent embaucher des travailleurs et des travailleuses. Ils ne veulent pas embaucher des chercheurs d'emploi. Il y a donc ils ne passent pas par Actiris ou par le Forum pour ces fameux 140 000 postes vacants. Pas assez. Et ce qui est très dommage, parce que comme je le dis souvent, ils ont payé nos services avec leurs impôts. Les services, ils sont là. On a des taux de satisfaction des offres qui sont très élevés. Donc, quand on reçoit les offres d'emploi, nous trouvons des candidats. Mais il faut pour ça que les employeurs nous les transmettent. Donc, moi, je lance systématiquement un appel aux employeurs en disant, si vous nous transmettez vos offres d'emploi ou des offres de stage, on aura assez de solutions pour remettre les chercheurs d'emploi à l'emploi le plus rapidement possible et éviter qu'ils s'enlisent dans un chômage de très, très, très longue durée. Marie-Christine Boxtel, les employeurs craignent de ne pas trouver le profil parfait, la perle rare, au sein de services comme le Forum et Actiris ? Oui, il y a un fait, c'est que dans les offres qui circulent, et je crois quelque part même, c'est presque humain, c'est qu'on veut tous le meilleur. En l'occurrence, lorsqu'on on diffuse une offre, on veut un maximum de compétences. Donc c'est vrai que certaines offres, notamment en pénurie, sont surfaites. Et ce n'est pas une critique. Et le rôle des services publics de l'emploi, c'est de plus dialoguer avec les entreprises. 1, pour leur faire admettre que l'offre est surfaite. 2, pour la reconfigurer. Nos conseillers, surtout dans les PME qui n'ont pas un arsenal RH comme dans les grandes entreprises, donc reconfigurer une offre et peut-être repartir de très bas. On parlait des comptables. C'est de vouloir à ce moment-là consentir à recruter, par exemple, un aide comptable ou un jeune qui sort même d'humanité générale, mais qui est un peu doué par les maths. Et puis grâce à nos conseillers, aux aides publiques, matérielles, immatérielles et financières, c'est de pouvoir alors trouver des formules pour que le demandeur d'emploi recruté grandisse en compétences dans l'entreprise, et c'est tout bénéfice puisque c'est dans un environnement qui lui est propre. Et le jeune, à ce moment-là, parlons du PFI, du CFI maintenant, ou autres formules de stage d'alternance dans l'entreprise. Et là, on est sûr d'avoir vraiment la réponse aux besoins exprimés. Encore faudrait-il que l'entreprise, que l'employeur soit ouvert effectivement à ce genre de partenariat avec les aides telles que Actiris et le Forum ou Bruxelles Formation. Alors, attendez, on doit marquer une courte pause, mais vous inquiétez pas, on se retrouve juste après pour parler du chômage en Belgique. À tout de suite. Merci. Je reviens. Au chômage, on s'envoie des photos. Regardez, je suis chômeuse maintenant. C'est pas drôle. En fait. Pourquoi la personne est au chômage ? Oui, mais c'est vrai que c'est une. Donc je redémarre juste sur cette question avec vous. Qu'est-ce que je voulais encore dire Moi, je voulais parler de la formation des organisations, changement de regard. Attention, on refait, mais je note. Changement de regard. Et les employeurs justement acceptent. On recommence. D'accord. De collaborer. Sur le plateau du Grand Débat, les conversations se poursuivent même pendant la pause. Donc on va essayer de rattraper tout ça. On disait, Marie-Christine Boxtel, donc du Forum, qu'il fallait encore que les employeurs ouvrent peut-être un peu leur regard aux chercheurs d'emploi, aux chômeurs, parce que ce mot, ça pose encore problème.
Et surtout qu'ils fassent confiance à des opérateurs comme nous. Nous sommes des opérateurs publics. Et être un opérateur public, désormais, ça requiert aussi une grande qualité dans l'offre de services. Nous avons vraiment à cœur que nos clients soient satisfaits, parce qu'un employeur satisfait, c'est un chômeur de moins, si je puis dire, et c'est une économie qui redémarre. Donc, nous plaidons pour que, et nous profitons de toute tribune comme celle-ci pour dire aux employeurs, faites-nous confiance, venez nous trouver. Nous avons fait il y a Actiris Select, nous avons fait des campagnes de communication. On voit que ça bouge. L'UCM, pour ce qui concerne la région wallonne, a mené une enquête et atteste à travers cette enquête que le Forum commence à bénéficier d'un grand crédit dans le chef des employeurs. Et je termine en invoquant un autre élément, c'est une enquête de Randstad. Donc Randstad, c'est pas le concurrent des services publics de l'emploi, c'est une société d'intérim. Nous travaillons beaucoup, il n'y a pas d'exclusive avec les sociétés d'intérim, a mené une enquête pour savoir quels étaient les canaux privilégiés par les demandeurs d'emploi pour trouver de l'emploi, par les entreprises pour matcher. Eh bien, dans les 2 cas de figure, sur 12 canaux, eh bien, ce sont les services publics d'emploi qui scorent en premier. C'est d'ailleurs une singularité à la Belgique. Pourquoi, si je peux le rappeler aux auditeurs, c'est parce que nous travaillons en partenariat et qu'il n'y a pas de tabou, mais aussi, il n'y a pas de concurrence, en tout cas pour le moment, des réseaux sociaux ou des plateformes, parce que nous sommes digitalisés. Ce mot-là, il va venir dans le débat ce soir, j'imagine, parce qu'il impacte tous les métiers. Il est l'alpha et l'oméga du marché de l'emploi demain. Et donc, nous sommes digitalisés. Nous avons des offres en ligne. Nous avons des tas d'applications qui permettent aux demandeurs d'emploi les plus autonomes de se débrouiller seuls, aux entreprises. J'ai même entendu parler du Tinder qui faisait matcher les employeurs et nous avons des Tinder, les sans-emploi. Je ne sais même plus comment les appeler maintenant. Nous avons des moteurs de recherche qui sont super performants, qui travaillent sur des algorithmes qui vont chercher grâce à l'intelligence artificielle. Parce que, je ne vais pas tenir le micro tout le temps, mais aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas compte, on ne recrute plus sur base d'un diplôme, même si on le dit, mais sur base de compétences. Parce qu'un diplôme ne signe... je suis médecin, j'ai un diplôme de médecin, c'est évident, je ne vais pas dénigrer le diplôme, au contraire, mais il y a tout un ensemble de compétences qui est aussi recherché. Et donc, nous avons configuré nos moteurs de recherche. Non seulement je m'appelle machin et j'ai un diplôme de truc, mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai déjà fait. C'est presque un chasseur de tête, le Forum et Actiris, alors, Grégoire Chapelle. C'est en tout cas un service de présélection et de pré-recrutement. Et moi, j'invite les contribuables qui nous regardent à changer de regard. Vous parlez de changer de regard sur les services publics d'emploi et de formation. Je dis souvent, en tant que contribuable, vous avez payé vos contributions pour qu'il y ait un service à la collectivité qui existe. Et comme le dit Marie-Christine, ces services à la collectivité sont performants. Nous ne sommes pas des gares à chômeurs. Nous sommes une équipe d'humains qui accompagnons un flux d'humains qui passe par chez nous. Ça veut dire que chaque année, on a pour Bruxelles 165 000 chercheurs d'emploi différents qui passent par chez nous. Et nous considérons chacune de ces personnes comme un potentiel, comme un humain dans lequel on va pouvoir investir, lui offrir des solutions de formation, des solutions d'apprentissage des langues. On n'a pas encore parlé du chômage en Flandre, de la démographie en Flandre. 1 million de Flamands vont prendre leur pension d'ici à 2030. Donc ça veut dire qu'un Bruxellois qui apprend le néerlandais, il double ses chances d'avoir accès à l'emploi. Eh bien ça, c'est un message qu'on porte auprès des gens qui passent chez nous. Apprenez le néerlandais, apprenez l'anglais, parce que Bruxelles est une capitale internationale. Avec de très belles campagnes de publicité. En effet, on fait ça. On avait la chance d'avoir le soutien de Vincent Compagnie dans ce genre de campagne. Mais que ce soit au VDAB ou au Forum, c'est la même chose. Nous voyons les gens qui passent par chez nous comme des opportunités. Avec l'argent de la collectivité, nous investissons dans ces personnes pour tirer toute la force de travail vers le haut. Ça veut dire qu'on aide l'individu dans sa vie, on le tire vers le haut. Nous sommes le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. Mais on aide aussi la collectivité en faisant monter le taux d'emploi. Parce que si le taux d'emploi monte, les dépenses sociales diminuent, les recettes fiscales augmentent et tout le monde se porte mieux. 5,4% de taux de chômage en Belgique, c'est donc un record. Ça fait des années. En fait, ça fait depuis 1980, au moment où on a commencé à calculer vraiment le taux de chômage en Belgique, on n'était plus arrivé à ce taux-là. On essaie de comprendre ce soir qu'est-ce qui amène à ce chiffre. Et puis, une des réponses est à trouver notamment dans les formations. Alors, Olivia Petitot, depuis quand a-t-on compris que la sortie du chômage passait par la formation? Depuis quand investit-on réellement dans ces formations qui aujourd'hui sont proposées en grand nombre, que ce soit par Actiris ou par le Forum?
En tout cas, il y a une dynamique clairement qui a été posée et un choix qui a été posé donc, dès la législature passée et précédemment également. Avant, Bruxelles Formation existe quand même depuis 25 ans maintenant. Une émanation de l'ONEM, du Forum. Enfin, voilà, on a fait toutes les réformes de l'État. Et donc, en gros, il est clair qu'il y a eu un gros investissement sur la garantie pour la jeunesse, qui a été une dynamique lancée sous la précédente législature, qui a porté ses fruits, à nouveau, une dynamique européenne, nationale, régionale, et qui a vraiment porté ses fruits, qui a permis d'avoir vraiment plus de 29% de jeunes de moins de 25 ans bruxellois en plus formés entre 2014 et 2020. Donc je pense que ça, c'est vraiment assez conséquent, et 45% sur la même durée en formation qualifiante, donc d'augmentation de jeunes de moins de 25 ans en formation qualifiante. Donc c'est vraiment... Et qu'est-ce qui se cache derrière ce terme formation qualifiante? Ça veut dire des formations métiers, où on apprend vraiment l'ensemble d'un métier. On apprend à être soudeur ou soudeuse, on apprend à être... fier de se former, voilà, cette exactement, codeur, codeuse. Donc voilà, toute une série de métiers dans la logistique aussi. Enfin bref, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les métiers. Non, mais il y a encore des métiers qui sont peu attractifs. C'est ça que signifiait aussi cette fameuse campagne fière de vous former. On voyait des protagonistes se mettre vraiment en scène et montrer, ben voilà, moi je suis fière de... Parce que l'équipe est formidable. Et justement, enfin, et les équipes évidemment de l'ensemble des partenaires également, mais c'est donner de soi, c'est un don de soi que de donner justement, de transmettre toutes les connaissances sur un métier. On n'apprend pas juste des actes, on apprend vraiment l'ensemble d'un métier. On n'apprend pas juste à avoir un permis de conduire C ou D, on apprend vraiment à gérer vraiment tout l'aspect transport et logistique, par exemple, dans ces métiers-là. Donc, c'est vraiment pour ça une équipe formidable, et c'est un travail évidemment formidable que de transmettre ces connaissances. Alors, là, je pense qu'il y a quand même encore énormément de chemin à faire, par exemple sur la mixité des métiers. Nos centres de formation sont quand même orientés aussi vers des secteurs qui sont très teinté, je dirais, la construction, où là, on évoquait tout à l'heure le fait de ne pas envoyer les offres d'emploi chez Actiris ou au Forum d'ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai déficit d'offres d'emploi qui existe dans ce secteur-là, alors qu'on a un secteur qui plaide évidemment pour avoir plus de main-d'œuvre. Donc là, je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire de dialogue ensemble. En tous les cas. Oui, et c'est l'objectif de justement toute la politique qui est menée au niveau régional, et tous les objectifs de création de pôles formation-emploi. Donc c'est vraiment des partenariats publics-privés entre le secteur public, donc les services publics de l'emploi et de la formation, et évidemment le secteur privé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que heureusement, les employeurs ouvrent leurs portes aussi. Donc il y a, à chaque fois que Actiris n'a peut-être pas directement les chercheurs d'emploi prêts à l'emploi, entre guillemets, on met en place toute une série de formations au service évidemment des chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris. On co-construit un programme de formation avec les employeurs qui s'engagent à engager ensuite. Et ils s'engagent volontiers, ou il faut quand même aller les dénicher? Non, il n'y en a pas assez. Donc là, c'est un plaidoyer effectivement pour qu'il y en ait plus. Mais à partir de 8 engagement, on est capable de mettre en place ça peut être, on parlait de soudeur, ça peut être du soudeur au chef d'entreprise, ouvrir comme ça oui, ça peut être évidemment du soudeur ou de la soudeuse. On a formé des électromécaniciennes, par exemple, pour Veolia. Elles sont toutes engagées, donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'éminemment positif comme partenariat aussi public-privé. Il faut qu'il y en ait plus. On a fait ça avec la STIB, donc là, c'est plus du partenariat public-public. On a fait ça aussi avec Erasme, par exemple, pour des secrétaires médicales. On le fait avec Tucrail, donc filiale d'Infrabel. Bref, c'est l'avenir. Ça, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment d'avoir des partenariats tels que ceux-là, où on a des entreprises privées ou publiques qui font confiance aux services publics. Et qui collaborent pour former ensemble les demandeurs d'emploi. Exactement, et qui ouvrent leurs ateliers aussi pour former in situ. Le message est-il passé? Voilà. Je crois que oui. Philippe Donner, un mot à ce propos. Alors, il faut également élargir le propos sur la formation. Ce n'est pas que la formation des chômeurs. Il faut essayer d'éviter que certains tombent dans le chômage. Enfin, j'aime pas l'expression. Mais... Donc il faut vraiment aller en amont, c'est même avant de chercher un emploi. Il y a à la fois en amont, et puis il y a sur le poste de travail. Il faut responsabiliser aussi les employeurs pour
continuer à former le personnel sur le poste de travail, pas simplement pour le poste de travail, mais pour améliorer l'employabilité de chacune des personnes. Et il faut le faire le plus tôt possible. Pour la digitalisation, il ne faut pas attendre 5 ans pour que ça s'impose au marché du travail belge. Il faut commencer directement maintenant. Alors, je vais aussi élargir le propos. Alors, évidemment, en amont, c'est dans l'éducation initiale, pas simplement en primaire ou en secondaire, mais également de l'orientation vers des filières qui sont plus porteuses d'emploi. Et moins prestigieuses parfois encore dans l'imaginaire collectif. Mais ingénieur civil, mathématicien, physicien, chimiste, ça n'est pas dévalorisant. Je pense que c'est plutôt... Et c'est ces domaines qui sont en pénurie. Tous les métiers ne sont pas... Dans les métiers fonctions critiques, tu as des métiers valorisants. Je sais. Il faut les orienter. C'est comme pour les ouvriers qualifiés. Il n'y a aucune... Il n'y a rien de péjoratif à être ouvrier qualifié. Et on peut former sur le marché. Est-ce que je voudrais intervenir pour le soutenir, son propos, en l'illustrant, c'est que effectivement, ce que Philippe dit, d'autres l'expriment sous forme de formation tout au long de la vie. Oui. Quand Grégor parlait, qu'on parlait du stock, excusez-moi, du terme de chômeurs de très longue durée et qu'on examine, ce sont des personnes déjà plus âgés, de 45-50 ans, et qui ont perdu leur travail il y a quelques années d'ici, suite avant l'embellie économique, et donc qui ont perdu leur travail suite à des restructurations, des licenciements collectifs dans des secteurs lourds comme la sidérurgie, etc., et qui n'avaient jamais rien fait d'autre comme métier de leur vie que le métier qu'elles pratiquaient, et où la pratique de la formation continue n'était pas en place. Et donc, à 50 ans, quand vous êtes fondeur, vous ne faites plus rien. Alors, comment éviter ça, Et donc, Philippe a raison. Donc, avoir vraiment le réflexe, et les accords interprofessionnels essayent de le cadrer, et avoir le réflexe de proposer de la formation à ces travailleurs, mais également, il y a une responsabilité de chaque travailleur de l'exiger. Mais formation comme quoi? Formation à l'innovation, nouvelles technologies. Voilà. Donc, il y a des formations techniques, évidemment, mais des formations plus transversales, l'apprentissage des langues. Et on l'a déjà dit 2 fois ce soir, le digital, je veux dire, il va impacter même d'une manière qui n'est même pas encore imaginable par les travailleurs le métier, mais c'est la responsabilité évidemment de l'entreprise de se projeter dans ses stratégies à 5 ans et de voir à quels outils ces travailleurs. Et alors, j'avais dit que j'illustrais 2 fois, je plaidais 2 fois. Donc maintenant, la formation initiale, l'enseignement, l'orientation, avoir des programmes scolaires qui se sont imprégnés de l'information sur le marché de l'emploi. Et nos services, on l'oublie parfois, mais ont des services d'analyse du marché de l'emploi. Ils se projettent, ils sont capables de dire dans 5 ans comment les métiers vont évoluer. Mais justement, c'est à ce propos que j'avais envie de poser cette question. Attendez, Philippe Delamène, je veux aussi prendre la parole. Non, à ce propos, donc quand on dit on est capable de voir sur 30 ans, dans 30 ans, quel sera le métier ou les métiers en pénurie, ou plus longtemps, combien de temps, plus ou moins? 5 ans. Voilà, dans 5. Ok. Est-ce que sur les bancs des universités, par exemple, il faut aller démarcher déjà les étudiants en leur disant vous n'êtes pas du tout dans la bonne filière, en fait, dans 5 ans, on va avoir besoin de ça, ça et ça, et donc quelque part, à un moment donné, peut-être même aliéner les étudiants pour qu'ils suivent une formation que de base, ils n'avaient pas forcément envie de suivre, alors que, je termine juste mon propos, alors qu'aujourd'hui, on sait que la passion, les valeurs, le sentiment de donner du sens à ce qu'on fait sont hyper importants. Donc est-ce qu'à un moment donné, on risque pas de créer des schizophrènes de l'emploi? Vous voyez, l'école, il y a l'éducation. Aujourd'hui, les ingrédients d'une éducation, d'une instruction publique, comme on disait parfois, c'est effectivement donner les outils de pouvoir évoluer, se retourner, changer d'orientation, etc. Et puis, il y a tout ce qui relève de la qualification, vous disiez, et là, de nouveau, je plaide que ce soit l'enseignement technique qualifiant, que ce soit au niveau du baccalauréat ou des universités, le monde de l'enseignement doit s'approprier la connaissance du marché de l'emploi en travaillant avec nous pour mieux configurer son offre de formation. Alors, on a un solutionniste sur le plateau, c'est comme ça que vos collègues vous appellent, Grégor Chapelle. Est-ce qu'ici, on a évoqué des solutions qui vous semblent, vous, intéressantes à exploiter? Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il faut vraiment aller dire aux étudiants quelles sont les branches dans lesquelles ils doivent se lancer? Mais si vous permettez, j'aimerais récapituler le chemin qu'on a parcouru dans l'émission. On a dit, les chiffres sont fiables, mais il ne faut pas comparer des pommes et des poires. 2, quand le taux de chômage baisse dans la longue durée, manifestement, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui se passe, c'est une bonne nouvelle, mais
mais peut-être que le taux de chômage baisse et que le taux d'emploi ne monte pas. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'emploi, parce qu'on pourrait avoir des gens qui quittent le chômage pour basculer en pension, en maladie, invalidité ou à la rue. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de regarder si c'est le taux d'emploi qui monte. 4. Comment faire monter le taux d'emploi ? Il faut investir dans les humains qui passent par chez nous pour investir dans leur formation, pour qu'ils aient les compétences pour pouvoir répondre aux besoins du marché de l'emploi. Mais ensuite, il y a une inquiétude. C'est 5. Il ne suffit pas d'avoir une quantité d'emplois qui augmente. Il faut aussi avoir une qualité d'emploi. Parce que c'est bien, mais quelqu'un qui travaille dans les services, qui travaille dans le commerce avec un temps partiel non choisi et qui a 700, 800, 900 euros par mois, alors qu'un logement est à 600 ou à 650 au minimum à Bruxelles, ben c'est très bien qu'elle soit comptabilisée comme à l'emploi, mais si c'est une travailleuse pauvre, ça n'aide pas. Donc il faut travailler sur la qualité, il faut des emplois à temps plein et en CDI. Et enfin, je rajoute qu'il ne faut pas seulement avoir une quantité d'emplois qui monte de qualité, il faut aussi qu'ils soient accessibles à toutes et à tous. Or, on sait qu'il existe certainement à Bruxelles, mais dans toute la Belgique, on est le plus mauvais élève de l'Union européenne, des discriminations sur le marché de l'emploi. Et donc là, il y a un travail énorme qui doit être fait. Ce ne sont pas les méchants employeurs et les gentils travailleurs, ce sont les collectifs de travail qui doivent changer leur regard sur les personnes qui sont un petit peu différentes. Quel est ce regard aujourd'hui, Igor Chapelle ? Le regard, c'est pour des tas de raisons. Il y a des préjugés qui existent. Quand vous êtes jeune, vous êtes discriminé à l'emploi. Quand vous êtes âgé, vous êtes discriminé à l'emploi. Quand vous êtes femme, vous êtes discriminé à l'emploi. Quand vous êtes d'origine maghrébine ou quand vous avez la peau noire ou quand vous portez le foulard. Et donc, quand on est tout en même temps, on est d'autant plus exactement. Quand on est une jeune femme noire qui porte le foulard, alors on a 4 discriminations et on a des taux de chômage qui sont nettement plus élevés, 4 fois plus élevés à Bruxelles que des Bruxellois hommes d'origine belge. Quel serait le levier pour pallier ce problème-là ? Alors oui, puisque vous parlez de solutions. Ah oui, voilà. Alors il y a le levier auquel nous croyons le plus, c'est de mobiliser les collectifs de travail, c'est-à-dire des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs qui, ensemble, élaborent des plans diversité avec des objectifs quantitatifs. Donc, par exemple, Bruxelles Propreté a 95% d'hommes. C'est manifestement, il y a une discrimination à l'emploi à Bruxelles Propreté qui n'est plus justifiée parce que ce n'est plus des questions de force physique. Il y a tout ce qu'il faut comme mécanisation pour pouvoir aider à faire le travail. Eh bien, à la demande de Bruxelles Propreté, nous les accompagnons pour qu'ils puissent bien cibler leurs offres d'emploi et les orienter en priorité vers les femmes, pas seulement, mais en priorité vers les femmes, afin d'essayer d'avoir la diversité qui bénéficiera. Est-ce que les entreprises sont prêtes à être passées comme ça au crible, à être suivies par le chien de garde Actiris ou Forem ? Non, alors c'est pas chien de garde, on est dans une logique d'accompagnement. Donc on travaille sur la sélection et recrutement, on travaille sur les promotions internes, on travaille sur la communication externe, sur la communication interne. On se fixe des objectifs quantitatifs et nous finançons ces plans pour que ce soit des plans d'action concrets, que ce soit pas juste du diversity washing en disant ah oui, moi, je suis ouvert à la diversité, mais qu'il n'y ait pas d'acte concret. Alors, il y a un point que j'aimerais relever par rapport à ce que vous disiez, c'est ce fameux emploi qualitatif. Et là, on touche un autre chapitre qui est celui de la précarité, parce que ça veut mettre quelqu'un à l'emploi en lui disant, ben voilà, vous avez 3-4 jours semaine. Je pense à cet ouvrage de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, où on voit qu'une femme doit vraiment comptabiliser énormément de petits emplois précaires pour finalement ne pas joindre les deux bouts. On se demande un peu où est la motivation à un certain moment. Et donc, à ce moment-là, Bruxelles Formation, peut-être, quel type de personnes vous rencontrez, quel type de personnes vous pouvez réinsérer, quel type de personnes sont ouvertes aux formations que vous proposez ? Alors, les formations sont accessibles vraiment à un maximum de monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rate des tests d'entrée éventuellement, enfin, la seule condition, c'est d'être inscrit chez Actiris. Voilà, point. Ça, c'est la condition. Pour le reste, il faut passer des tests, évidemment, d'entrée pour être sûr qu'en un an maximum, on puisse avoir toutes les compétences métiers nécessaires. Quand on rate éventuellement des tests, on est orienté vers d'autres formations de remise à niveau français-maths, comme je l'évoquais tout à l'heure, et c'est éminemment utile. Bon, alors parfois, les personnes, malheureusement, n'acceptent pas tout de suite d'aller vers ces formations-là, estimant être peut-être dévalorisées dans leurs compétences, etc. Donc ça, on fait œuvre pédagogique en tout cas. Et la question de la valorisation revient systématiquement. Bien sûr, et la valorisation des compétences est éminemment importante. Et à ce propos, 43%, j'aime quand même toujours bien le rappeler, 43% des personnes inscrites chez Actiris le sont sur base de diplômes étrangers non reconnus. Ça veut dire aussi des diplômes, bien sûr, de l'Union européenne,
et beaucoup de Français d'ailleurs, enfin beaucoup de diplômes reconnus en France, mais avant Bologne, etc. Bref, qui ne sont pas reconnus ici, donc qui ne permettent pas d'accéder à la fonction publique. Mais quand vous dites pas reconnus, ça veut dire pas reconnus ni par la communauté, la Fédération. Oui, on est en train de dire que les diplômes n'avaient plus tellement d'importance. Oui, ça reste quand même, en tout cas pour accéder à la fonction publique, c'est clair que c'est quand même important. Et par ailleurs, en termes de reconnaissance tout court et de valorisation, quand on était prof à l'autre bout de la terre, quand on était maçon ou maçonne à l'autre bout de la terre, à un moment donné, avoir une reconnaissance ici et pouvoir avoir les passerelles nécessaires pour reprendre des études, etc., ça n'est pas si évident que ça. Et donc là, sans doute qu'il y a un plaidoyer aussi à avoir vis-à-vis de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vis-à-vis de la communauté flamande. Pour faciliter l'accès à la formation. À l'équivalence du diplôme. Les reconnaissances des compétences acquises à l'étranger, des diplômes, effectivement. Et nous, notre public, sincèrement, on a fait une étude avec l'ULB. Et donc, on a près de 50% des personnes qui sont donc des chercheurs d'emploi, qui sont en formation à Bruxelles Formation et chez nos partenaires, qui relèvent du statut BIM, c'est l'ex-statut VIPO. Donc, en gros, c'est des personnes qui sont en état de précarité, qui bénéficient d'allocations sociales majorées. Donc, on est dans des situations où on a des stagiaires qui perdent effectivement leur logement. Ça arrive, donc en cours de formation, qui ne mangent pas le matin. Leur formation. Bien sûr, donc elles poursuivent leur formation. Ils sont en situation de survie. Ils sont en situation de survie, donc on essaye évidemment, donc on a 2 assistants sociaux, donc ça va pas être, c'est pas ça, sur 550 travailleurs, donc ce n'est pas beaucoup, donc on ne met pas la priorité là-dessus. Par contre, la lutte contre la précarité, pour nous, est une priorité absolue. C'est pour ça aussi qu'on a fait tout un plan d'action, qu'on a partagé avec pardon, et donc effectivement, je me tais après, mais donc ça a permis, donc sous la présente législature, de faire en sorte que l'indemnité stagiaire bénéficie à tout le monde, à tous les stagiaires en formation, tous les chercheurs d'emploi en formation. Et l'enjeu, ça va être d'augmenter effectivement cette indemnité de formation dans les années à venir, parce que trop de gens lâchent et trop de femmes lâchent parce qu'évidemment, il n'y a pas d'intérêt financier à suivre une formation. Parce que la précarité fait qu'ils acceptent des petits boulots. Lutte contre la précarité, extrêmement important dans ce débat sur le taux de chômage. Philippe Denay. 2 points rapides mais qui me paraissent importants. Le diplôme a une importance, mais c'est surtout après la diplomation qu'il faut continuer à acquérir des compétences, et c'est celle-ci qui devient... Ça, on l'a dit, ça, on l'a bien insisté. Mais c'était pour corriger le chose que le diplôme n'était plus important. Et pour éviter la fracture digitale ou numérique, c'est selon, je pense il est important que dans l'enseignement se réforme pour 2 choses. Il ne faut pas savoir lire, compter et écrire. Français, arithmétique. Lire, écrire, compter et coder. Ouais. Il faut que l'enseignement également se réforme en lui-même au niveau de ces techniques d'éducation, d'enseignement, pour intégrer ces nouvelles dimensions, parce que sinon on va vers une fracture digitale qui sera là pénalisante pour l'ensemble du marché. Il nous reste 1 minute précisément. Igor Chapelle, je vous redonne la parole puisque vous aviez déjà une idée de l'évolution du chômage en 1 petite minute. Moi, malheureusement, je suis pessimiste, en tout cas pour Bruxelles. On a vu dans les derniers mois une croissance négative du secteur de l'intérim. Or, le secteur de l'intérim, c'est le secteur que les employeurs utilisent pour tester la motivation et les compétences de leur futur recrutement. Et donc, quand l'intérim baisse, malheureusement, c'est un précurseur de ce que l'emploi risque de baisser. Donc alors en plus, comme le chômage a déjà beaucoup baissé, nos chercheurs d'emploi sont les chercheurs d'emploi les plus fragiles. Et donc, je crains que 2020 voit le début de la baisse du chômage arriver. Le ralentissement de la croissance économique plaît dans ce sens. Oui, effectivement, il y a des indices que l'embellie, qui a duré un certain temps, s'éteignent, et que donc nous nous retrouvions finalement, j'ai presque dire, avec nos fondamentaux, de devoir gérer des restructurations, des licenciements, etc. Mais bon, voilà. Mais les chiffres sont là, finalement. 5,4%. D'où l'importance d'avoir un gouvernement fédéral de plein exercice. Ah oui, petit message en fin d'émission. On doit clôturer ici. On peut faire une autre émission sur ce sujet. Voilà, on va basculer en un deuxième débat. 5,4% de taux de chômage en Belgique. C'est le record de cette année 2019, record qui n'avait jamais été atteint depuis les années 80. On a montré qu'en fait, ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes tout de même, en rappelant le contexte, mais surtout l'évolution. Et là, l'évolution est tout de même positive. Le chômage baisse. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission, et merci à vous de nous suivre chaque soir sur LN24. À très vite. Merci. Merci à vous aussi. Voilà. Merci à tous. Ça c'était animé, j'aime bien.